Bonjour, on va placer notre micro comme à l'habitude. Ça sera pas bien long. Bon, ça fonctionne-tu le micro, là? Vas-y, Guy. Bonjour tout le monde, on recommence nos petites vidéos à chaque 2 semaines depuis un certain temps. Puis on a pensé aujourd'hui que le sujet intéressant qui pourrait être bon à faire aujourd'hui, c'était le déremisage. Parce qu'avec le beau temps qui s'annonce, qui se prépare, puis le calendrier, bien, on va pouvoir, à la limite, théoriquement, à partir de lundi de la semaine prochaine, sortir nos voitures anciennes, puisque la date pour remettre les pneus d'été, c'est la semaine prochaine que ça se passe. Maintenant, le déremisage, c'est un peu, pas mythique pour certains, mais c'est un peu nébuleux pour beaucoup de gens. En fait, c'est pas tellement compliqué. La seule chose, c'est qu'il y a certains points à respecter. Évidemment, ça dépend des véhicules. Certains véhicules que ça s'applique pas ou peu, mais on va essayer de couvrir la gamme des véhicules, même les 2 chevaux, parce qu'on a beaucoup d'amateurs et propriétaires de 2 chevaux qui nous regardent. Alors, premièrement, je les salue à eux, en particulier, et à tout le monde, bien entendu. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, je me suis fait une liste, c'est pas nécessairement dans l'ordre des priorités. C'est juste que je ne veux pas les oublier. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les. Si vous voulez que je vous réponde en direct, posez-les quand c'est le temps. Si vous avez l'occasion, bien entendu, si vous regardez ça en direct. On va commencer par la batterie parce que tout part un peu de là. Vous avez probablement retiré la batterie ou débranché votre batterie l'automne dernier. Bien, ce qu'il faut, c'est la garder soit chargée ou la remettre sur la charge. On a déjà fait une vidéo sur les batteries. Je ne veux pas trop m'étirer là-dessus, mais une batterie, on ne met pas de courant là-dedans. En réalité, c'est le résultat d'une réaction chimique. La batterie, pour pouvoir savoir si elle est bien chargée, c'est sûr que le voltmètre, ça donne une bonne indication, mais la meilleure façon, c'est de mesurer ou de peser l'acide qu'il y a dans l'eau. Si vous pesez l'acide qu'il y a dans l'eau avec un instrument comme ça, vous allez savoir exactement si votre batterie est bien chargée ou si vous avez des cellules qui sont déchargées par rapport aux autres. Ça va vous donner l'état général de la batterie. Sur ce modèle, Mélissa va vous montrer ça un peu comme d'habitude quand on a quelque chose à montrer. Sur ce modèle, vous avez les 2 indications. Vous avez une indication par couleur, puis vous avez une indication par chiffre. Si vous remarquez, vous avez un flatteur qui circule dans un tube. On tire avec la poire, on tire le liquide, l'électrolyte qu'il y a dans la cellule. Et puis le flatteur va se mettre à lever jusqu'à un certain point. Le niveau correspondant visuellement au rouge, orange ou vert va vous dire dans quel état de charge est la batterie. Pour ceux qui sont plus habitués avec le principe, il y a des chiffres à côté. Ce qu'on cherche, c'est avoir le plus possible entre 1280 et 1300 de gravité de charge. Si vous avez entre 1280 et 1300, votre batterie est chargée, ça ne donne rien de la garder sur la charge plus longtemps. Est-ce que je vais arriver à zoomer? On voit le petit code de couleur. Les chiffres, on ne les verra pas, mais le principe est là. Le principe est là. Parfait. Bon. Votre batterie est bien chargée. Vous l'avez posée dans le véhicule où elle l'était déjà, peu importe. Vous branchez ça. Ce que je vous suggère, je sais que ce n'est pas simple, là, dans certains cas, ce n'est pas simple, il y a des moteurs que ce n'est pas facile, mais vous allez comprendre pourquoi je vous le suggère. C'est d'enlever toutes les bougies. Le véhicule est en dormance depuis plusieurs mois. Le carburateur est vide et sec, ça c'est sûr et certain. Dans la pompe à essence aussi, même s'il y a des valves, des clapets anti-retour, il est possible que les clapets anti-retour fonctionnent très bien pendant que le véhicule fonctionne, mais sur une période de 6 mois, le liquide peut s'échapper et retourner tout doucement au réservoir ou dans le bas, dans le creux du tuyau. Ce que je suggère en enlevant les bougies, puis je le sais, c'est pas facile pour tout le monde, puis si vous ne le faites pas, c'est pas la fin du monde non plus, mais c'est un must. Vous enlevez les bougies, vous branchez votre batterie, vous activez le démarreur, vous le faites tourner pendant une trentaine de secondes, voire même 1 minute. Le démarreur, pendant qu'il ne travaille pas fort, c'est-à-dire pendant qu'il n'y a pas à combattre la compression, vu que les bougies sont en place, étant donné qu'on les a enlevées, c'est beaucoup plus facile. Bien, le démarreur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va charger le circuit de lubrification. La pompe à l'huile va se mettre à tourner beaucoup plus rapidement que si on essaye de démarrer avec les bougies.
le circuit de lubrification va se charger, la lumière va finir par éteindre ou l'aiguille va finir par monter un petit peu dans relativement peu de temps. Et puis, l'autre avantage, c'est que le système de carburation, le système d'essence, si on veut, il va charger lui aussi. Puis pendant que le système de lubrification se charge, la pompe à essence va travailler plus vite, remplir le carburateur et vous allez être prêt pour une mise en route beaucoup plus facile après que vous ayez remis les bougies. Il y a une question? Oui, M. Bélanger, propriétaire d'une 2 chevaux, demande est-ce que je dois arroser mon carburateur avec du W40 pour humecter le joint afin d'éviter que l'essence coule au premier démarrage? Il a dit le carburateur? Oui. Non, c'est pas nécessaire, ça. En général, les carburateurs qui ont tendance à s'humecter un peu, ça n'arrive pas tout le temps. Je n'étais pas pour en parler, mais je suis content qu'ils le disent. Là, mais les carburateurs qui viennent à s'humecter autour des joints, en général, ça se calme après un certain temps. Évidemment, un certain temps, c'est relativement court, c'est-à-dire après 1 heure ou 2 ou 3 de marche. Là. Il ne devrait pas y avoir de fuite d'essence ou des coulisses d'essence qui coulent ou qui débordent du carbu. Ça, c'est à proscrire, on ne veut pas ça. Mais s'il vient juste tremper le gasket autour, c'est pas grave, il va se gonfler, ça va se resserrer, puis ça devrait disparaître après. Sinon, il n'est pas péché de resserrer les vis légèrement qui retiennent le couvercle du carburateur à son bâti. M. Mélanger demande s'il doit arroser pour que le joint devienne humecté. Pour éviter Ah, bien, j'avais mal compris. Non, non, non. Ouais. Non, on arrête ça là. On ne fait rien de ça. On garde le WD-40 pour le bruit des pentures de la porte de garage. Pas de problème avec ça. Bon, OK. On revient à l'histoire des bougies. Vous avez enlevé vos bougies, si c'est possible, si c'est pas trop compliqué. Vous avez fait tourner votre démarreur, pas de bougie, pendant 1 minute environ, peut-être en 2 ou 3 occasions, saccadé, peu importe. Vous allez vous rendre compte que le carburateur, il va être plein d'essence. C'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'après ça, ce qu'il va vous rester à faire, c'est remettre vos bougies, les fils à leur place, donner 2 coups de pédale. Le choke va embarquer pour ceux qui sont avec un choke automatique. Vous tirez sur votre manette pour ceux qui ont un choke manuel comme les 2 chevaux. Et puis le véhicule va partir comme si vous l'aviez laissé 2 jours auparavant. Fait que ça, c'est une bonne méthode. Mais je le sais, c'est pas simple pour tout le monde. Il y a certains, par exemple, certains moteurs V8, il y a certaines bougies qui ne sont pas faciles à atteindre. Vous allez faire aussi, au besoin, une vidange d'huile. Ça dépend un peu de quand est-ce que vous l'avez fait la dernière fois. Si vous avez, par exemple, fait 1000 ou 1200 km l'automne dernier puis vous ne l'avez pas changé, moi, je vous suggère de la changer. Parce qu'il y a déjà des dépôts, des résidus qui ont pu se faire, elle a un peu d'acide accumulé, etc., etc. Si vous l'avez changé pile 5 minutes avant, bien là, c'est logique un peu, faites comme si de rien n'était pour la vidange d'huile, puis allez vous promener. Pour les vidanges d'huile des voitures anciennes, je les suggère, là je généralise, il y a des cas particuliers, mais je les suggère autour de 2500 km parce que les filtreurs, en général, ne sont pas aussi performants que ceux d'aujourd'hui, même si on peut matcher avec des filtreurs d'aujourd'hui dans certains cas. Mais c'est surtout que les moteurs, quand ils ont commencé à prendre de l'âge à carburateur, ils salissent l'huile beaucoup plus rapidement qu'un moteur à injection. Alors là, tout ce que vous avez pour protéger la vie de votre moteur, c'est votre huile. Bon, il y a d'autres affaires, évidemment, le filtre à air, machin, et tout ça. Mais il reste que votre huile, c'est ce qui protège le mieux la longévité de votre moteur, puis qui coûte en réalité pas très, très cher. Ceux qui étirent leur changement d'huile pour sauver un peu d'argent ou éviter de... Parce que je le sais, il y a des messages qui courent un peu, faire 5, 6, 7 000 km avec, entre les vidanges. Ça se fait, là, mais c'est juste que le peu que ça coûte à remplacer votre huile aux 2500, 2800 km approximativement, bien, vous vous garantissez une huile toujours plus propre. Et puis, vous n'avez pas d'autre chose non plus pour le nettoyage interne parce que l'huile neuve nettoie très bien, ramasse les résidus, puis ils sont rejetés à la prochaine vidange. Si vous attendez trop longtemps, à un moment donné, cet effet de nettoyage disparaît ou est moins efficace. Et puis, bien, il faut vivre avec les conséquences aussi. Fait que les changements d'huile, avant que quelqu'un me le demande, nous autres ici, on les suggère à peu près aux 2500 km. Là, je généralise un peu, mais il y a des cas particuliers. Vous devez... Encore une fois, les cas particuliers sont plutôt rares là, dans ce cas-là, mais vous devez utiliser de l'huile avec un haut taux de zinc. Bon, en fait, on dit du zinc, mais il y a un code plus difficile que ça à dire, là, surtout si on a envie de prendre une bière ou on l'a pris, il est trop tard, on n'est même pas capable de le dire. Mais tout ça pour dire que cet ajout de zinc, cet additif est utile pour les vieux moteurs avec les arbres à cames et poussoirs mécaniques qui n'ont pas de roulement.
Aujourd'hui, les moteurs très récents ont à peu près tous des roulements. Ça ne s'applique pas. Puis l'huile, ça, je n'ai déjà parlé, mais je le rajoute quand même comme information. L'huile d'aujourd'hui suit la recette de la fabrication des nouveaux moteurs. C'est-à-dire que vous pourrez prendre ce qui était très populaire il y a 25-30 ans dans les voitures anciennes, la Castrol XLR. Il y en a qui l'utilisent encore aujourd'hui. Mais ce n'est plus la même qu'il y a 30 ans. La recette a changé. Alors, si les moteurs n'ont plus besoin de ce zinc pour fonctionner bien, c'est un anti-usure, etc., etc., mais aujourd'hui, c'est correct pour les moteurs d'aujourd'hui, c'est parfait. Puis même, on fait des changements d'huile aux 10 000 km, puis on est très confortable avec ça. Mais les voitures anciennes ont besoin encore de ce produit anti-usure. Alors, on n'a pas le choix. Il faut l'utiliser. Lucas l'offre. Il y a Valvoline qui l'offre aussi. Mais ici, on utilise la Lucas avec succès. On est très satisfait. Mais il y a 2 ou 3 marques. Aux États-Unis, il y a la marque d'huile Champion aussi. Je ne crois pas qu'elle soit disponible ici, mais c'est dans le même but. C'est pour être utilisé dans les voitures anciennes, dans les moteurs de voitures anciennes. Utile aussi à faire lorsque vous allez déremiser votre véhicule, c'est prendre un petit 5 minutes pour graisser le châssis partout. Pas juste là où ça prend de la graisse avec un Zort à graisser là, pour les bras de direction, ces trucs-là, mais aussi une petite burette d'huile pour lubrifier, une petite goutte pour vos charnières de porte, une petite goutte pour la tringlerie de votre mécanisme d'accélération que vous avez en dessous du capot. Tout ça va faire que votre véhicule va rouler bien et mieux et plus longtemps. C'est des petits gestes, mais c'est très, 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 très utile. Ceux qui ont une transmission automatique, évidemment, là, je ne parle pas de ceux qui ont des 2 chevaux ou des dérivés, bien entendu, mais ceux qui ont une transmission automatique puis que vous avez eu la mauvaise surprise d'avoir une grosse flaque d'huile à transmission en dessous du véhicule, ne vous alarmez pas. Là, je vous aurais offert une consultation avec ma nouvelle belle-mère, mais finalement, elle ne nous a pas encore autorisé à la montrer. Mais toute cute et toute belle, au prochain coup, on l'avait dit qu'on le ferait, mais le prochain coup, on va l'avoir. Mais avant d'appeler ma belle-mère pour avoir une consultation pour vous remonter le moral, je vais vous rassurer. La plupart des véhicules qui sont arrêtés longtemps, puis encore là, je généralise, je sais que ça n'arrive pas à tout le monde, vous allez avoir des pertes d'huile à transmission importantes. En réalité, vous ne perdez pas grand-chose en quantité, vous perdez peut-être l'équivalent d'1 litre, mais 1 litre que vous versez à terre, ça s'étend très, très large, en avant, en arrière, sur les côtés. Ce qui arrive, c'est que lorsque le véhicule fonctionne régulièrement, le convertisseur de couple a beaucoup d'huile à l'intérieur, puis quand il est arrêté, très, très longtemps, il se vide tout doucement, le liquide s'en retourne dans la transmission ou le carter ou dans la panne, ça fait monter le niveau, puis l'huile va sortir soit par le tube de remplissage ou soit par le vent. Fait que c'est normal, finalement, ce que vous vivez là. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajuster le niveau d'huile à transmission, de vérifier si ça se répète le lendemain ou le surlendemain. Si vous ne voyez plus ce triste événement par la suite durant l'été, vous n'avez aucun problème. Venez pas nous voir au garage pour cette raison. Vous n'avez pas, dans le fond, aucun problème. On a-tu une question? Oui, on a une question qui est reliée à l'huile moteur. Oui. L'additif zinc dans l'huile moteur normale, oui ou non? Ah ouais, bon. En fait, si c'est juste oui ou non, vous voulez comme réponse, je vais dire oui. Mais il y a un mais. Puis le mais, le voici, c'est que il n'y a pas beaucoup de facilité à savoir combien exactement qu'il faut en mettre. Puis là, on a réparé un moteur que le propriétaire mettait du zinc avec son huile, puis on s'est ramassé avec un résidu dans le fond, une pâte épaisse qui s'est ramassée dans le fond parce qu'il en mettait beaucoup trop. On a difficilement la quantité exacte à mélanger avec les 4-5 litres, puis dépendamment des moteurs, tout ça. Ce que je suggère, c'est plus simple, c'est d'acheter une pinte d'huile qui est déjà tout mélangée. Mais la réponse, c'est oui, mais à condition qu'on sache exactement comment en mettre. On continue? On continue. Bon, les transmissions automatiques, on en a parlé. Les courroies, ça serait bon de vérifier la tension avant que vous partiez prendre un café en Gaspésie parce qu'ils sont en zone orange, eux autres, là. Parce que sur les vieux véhicules, en général, il n'y en a qu'une. Elle entraîne la pompe à eau et le générateur ou l'alternateur. Évidemment, pour la pompe à eau, c'est important que la pompe à eau tourne bien, que la poulie ne glisse pas pour avoir le maximum d'efficacité pour le refroidissement, mais aussi pour le générateur, parce que je vais vous faire vérifier le voltage que votre générateur produit pour charger votre batterie. Ça va vous permettre, en début de saison, de savoir si le système de charge fonctionne. Sur les 6 volts, ce qu'on cherche quand le moteur tourne en mi-régime, quand le moteur est chaud, la boîte de contrôle est chaude, c'est important parce qu'il y a une résistance là-dedans, là. On cherche à peu près
on cherche entre 7 et 7,2 volts environ. Il y a des specs qui disent 7,4 sur certains véhicules, mais ça joue là-dedans. 7, 7,2, 7,4, vous allez être correct. Sur un 12 volts, on cherche à peu près à 13,5, 0,8, 0,9, 14. Ça joue entre 13,5 et 14 volts. On est correct. Si votre batterie est moindrement chargée ou pas complètement parce que vous n'avez pas eu l'occasion, puis que votre courroie est lâche, bien, vous ne pourrez pas la recharger correctement. Puis ça ne veut pas dire que la courroie va faire du bruit. Il arrive très souvent que les courroies glissent sans faire de bruit. Fait que vous ne pouvez pas vous fier au bruit pour savoir si elle est bien tendue. Un bon truc pour savoir si elle est bien tendue, c'est que le ventilateur de votre générateur ou de votre alternateur, vous ne devez pas être capable avec les doigts de le faire tourner dans la poulie. Si vous le faites tourner dans la poulie, oubliez ça, ça ne chargera pas bien. Fait que vous allez, avec le temps, accuser n'importe quoi, mais en réalité, le problème, ça va être votre alternateur ou le générateur qui est mal, avec sa courroie mal tendue. Il y a des courroies bien tendues qui vont faire qu'elle va glisser dans l'alternateur parce que la poulie de l'alternateur est à remplacer. Le V qui coince la courroie n'est plus bon, est rendu bombé en rond comme ça, ça ne fonctionne pas. La courroie ou l'alternateur vont glisser l'un dans l'autre, ça ne fonctionnera pas du tout. Fait que ça, c'est à vérifier aussi, ça ne coûte pas cher, c'est pas long, puis au moins vous allez savoir à quoi vous attendre là-dessus. S'il n'y a pas d'autres questions, on va parler du sujet de dans 2 semaines. Y a-t-il d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Le sujet de dans 2 semaines va être fort intéressant. Oui, le sujet de dans 2 semaines, ça va être, on va vous donner les méthodes de qualité pour égratigner la peinture de votre voiture. On fait une première dans 2 semaines. On invite un invité spécial. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on a un invité spécial la semaine prochaine qui va vous montrer comment égratigner votre peinture, comment ruiner son lustre et aussi comment la laver. Ça a l'air bête, là, mais vous allez trouver ça bien intéressant. Fait que soyez avec nous dans 2 semaines. Bonne fin de journée!